avant de commencer, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche. Bonne vidéo. Alors, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Thibaut Tricol sur la chaîne. Salut Thibaut, comment vas-tu? Salut Jeanne, salut, bonjour à tous. Bon, ben écoute, ça va être une petite vidéo chill. Le but en fait de cette vidéo va être évidemment de partager notre passion avec le plus grand nombre, et puis surtout de ne pas hésiter à poser des questions. Je vais essayer de poser des questions que peut-être, je pense, beaucoup de joueurs se posent en général, parce que là, on va essayer de se placer du côté des joueurs et pas que du côté peut-être comment dire du grand public. Bon, évidemment, le grand public va regarder cette vidéo, mais je sais qu'il y a peut-être des petites questions que beaucoup de joueurs vont se poser. Tu sais que moi j'ai fait cette chaîne pour beaucoup de joueurs qui peuvent être isolés, pour essayer d'avancer à mon niveau, évidemment, de faire avancer les fléchettes en France. Et quoi de mieux que de recevoir le plus gros ambassadeur, on va dire, français des fléchettes actuellement. Et je sais pas si tu en as conscience, et surtout que tu as fait énormément avancer les fléchettes, mine de rien, en France, grâce à ton parcours. Et pour ça, félicitations. Donc, ouais, merci bien. Bah après, je suis pas tout seul, et puis il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte, mais effectivement, si je peux contribuer à cette progression, tant mieux. Mais c'est ce qui m'anime aussi encore actuellement. Mais ça se voit exactement. Alors, je promets poser quand même une première question un peu bateau. À quel âge as-tu commencé à jouer aux fléchettes? Ouais, j'ai commencé relativement tôt. Disons que c'est pas trop dans la moyenne des joueurs actuellement. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Ouais. Et j'en ai 34, donc ça fait 22 ans que je joue. Et mais effectivement, j'ai pas toujours joué de manière assidue, ouais. Bien que j'ai toujours pris ça au sérieux. Mais la vie fait qu'on peut pas être au taquet tout le temps, quoi. Mais... Non, mais bien sûr. Je comprends tout à fait. Je commençais peut-être, je pense, au même âge que toi, parce que mes parents avaient un bar. Donc voilà, je rentre pas dans les détails, mais donc j'ai commencé très jeune. Mais effectivement, j'ai eu un passage, on va dire, de 10 ans où j'ai pas vraiment joué. Et ouais, moi j'ai jamais arrêté complètement. Voilà. Moi, ouais. Même quand je suis parti faire des études en Belgique, j'ai continué à jouer. Mais pareil, après, les fléchettes, quand on est en France, on s'imagine pas professionnel. Donc... non, bien sûr. On est obligé de penser à faire quelque chose à côté pour vivre. Bien sûr. Exactement. Il y a la famille, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Justement, on va rentrer un peu dans le dur là-dessus. Comment déjà, parce que je sais qu'en France, je crois que tu es le seul. Peut-être Jacques aussi est devenu professionnel, je sais pas, mais il me semble que tu es le premier vraiment à en vivre. Est-ce que ça a été un choix difficile pour toi, justement, quand on a une famille, on se pose plein de questions, j'imagine, et ce passage justement en professionnel et de se dire maintenant c'est mon métier, c'est ce que je fais. Est-ce que mentalement ça a été un peu compliqué peut-être de faire ce choix et de se lancer 100% là-dedans? Alors en fait, pour bien comprendre les choses, déjà quand on intègre la PDC, donc la Professional Darts Corporation, on n'est pas assuré d'être pro, c'est-à-dire que il faut gagner pas mal de matchs pour pouvoir se verser un revenu. Moi, sans avoir intégré la PDC, ça fait 2 ans et demi que j'arrive à en vivre. J'ai même créé une société pour ça. Grâce aux performances en WDF notamment et au modus que j'ai pu faire pendant plus de 2 ans. Et grâce aussi à un bon sponsoring, on va dire. Ces dernières années, c'était ma volonté, parce que je savais que pour performer, il fallait se consacrer à 100% en fléchette, du moins une bonne partie, ne pas avoir un travail contraignant à côté. Bien sûr. Et donc c'était un pari sur l'avenir, c'est des sacrifices quand même au début, parce que j'ai pas démarré non plus très très fort. Quand je lance ma carrière pro, entre guillemets, j'ai pas toujours gagné beaucoup d'argent. Encore actuellement, c'est le cas, mais ce que je veux dire par là, oui, ça a été dur plusieurs mois.
Après, voilà, sans le soutien de ma compagne Marie, ça aurait été délicat de me lancer. Enfin, c'est elle qui m'a aussi soutenu dans ce projet. Donc, Ouais, il faut avoir l'aval aussi de sa famille hein, pour se lancer. bien sûr, Alors, par contre, du coup, c'est un pari qui est gagnant actuellement, bien mais sûr. j'essaie de rester mesuré. Enfin, Oui, oui, oui. attention, parce que voilà, les fléchettes, ça peut aller très vite. Voilà, si je Mm. parviens plus à gagner un match pendant un an, je pense que enfin, ça sent le retour à la case départ, quoi. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Et puis les fléchettes, c'est un sport, même si ça demande énormément d'entraînement. Comme je le redisais en fait dans mes vidéos pour la progression, il n'y a pas de secret, il faut jouer. Mais ça reste un sport ingrat. Des fois, on a l'impression de jouer comme d'habitude et ça rentre pas. C'est comme ça. Faut arriver à pas trop le mentaliser. C'est ça qui est très dur hein, d'ailleurs. Mais après, ça, c'est des choses qui s'acquièrent vraiment au fil des années, au fil de l'expérience. Bien Euh, sûr. Moi, les bagages là que j'ai, enfin, ils me font du bien. Enfin, Ouais, bien euh, sûr. là, depuis un an, enfin, j'arrive à relativiser enfin, la défaite et les contre-performances parce que ça arrive à tout le monde. Après, voilà, l'idée c'est d'en faire le moins possible, mais euh, évidemment, ça marche pas comme on veut. On voit bien même parmi les gros joueurs, bon, qui ont une constance évidemment plus importante que nous. Enfin, Bien mais sûr. c'est cyclique aussi. On voit que certains joueurs, je sais pas, par hasard, par exemple, De Souza, par exemple, José De Souza, Ouais, qui est un ouais, super ouais. joueur, Ouais, bah, ouais. il a un peu plus de mal là depuis quelques temps. Donc Bien sûr. voilà, Van Gaal, bon, ça reste un super joueur, mais pareil, il gagne pas plus autant qu'avant. Enfin, donc voilà, il y a Ouais, ouais, ouais. des cycles. Il faut accepter ça pour pouvoir revenir à Bien son sûr. meilleur niveau. Mm. Je pense que justement, c'est là où beaucoup de gens admirent des gens comme Phil Taylor qui ont gagné énormément de fois. Ouais. Parce que je pense qu'avoir un parcours comme ça, c'est assez exceptionnel. C'est très rare en plus. Oui, Euh, bah après dans tous les sports, il y a on va dire des génies, hein, comme Oui, le oui, bien tennis. sûr. Et Oui, oui. lui, ouais, Federer fait partie des légendes et c'est sûr, des joueurs comme ça, on n'en aura pas toujours, sauf que bon, il y a peut-être le fameux Luke Littler qui promet Ouais. quand même Moi, à ça me voir. fait peur, ça, justement. Littler, j'ai l'impression que. Moi, ce que Bah, j'ai très peur, parce qu'il est jeune, en fait, et que tout le monde en parle. Il doit avoir une pression, mais j'imagine même pas le fait que d'être autant sollicité. Alors après, il a l'air d'avoir un mental impressionnant pour son âge. Hein. il est mature, Et voilà. il est assez mature pour son âge, je trouve aussi. Mais Ouais. bah, écoute, enfin, je pense qu'il va vraiment dominer la discipline parce que la pression, il l'a depuis quand même quelques temps et il l'a eu, il a connu une grosse pression pour la championne du monde. Et franchement, il a prouvé C'est vrai, qu'il arrivait à la gérer. Bon, en finale, ça joue à un détail. bien Mais sûr. même après voilà, il gagne les Bahrain Masters. Enfin, même, enfin, il est présent, quoi. Il est présent. Ouais, ouais, non, non, c'est clair. Il Mais gagne pas tout. Heureusement qu'il gagne pas tout. Faut en bah laisser oui, un non, peu. non. C'est ça. Mais justement, c'est ça qui est bien à faire. Moi, honnêtement, on voit en France, et puis c'est pas un secret, on voit les fléchettes sont en train d'exploser dans notre pays. Et il était temps, hein, parce que beaucoup de passionnés comme nous, je pense, on attendait ça depuis longtemps. Je pense que tu as énormément contribué à ça. Des Luke Littler aussi, hein, parce que mine de rien, tout le monde en parle, il est Oui. dans toutes les bouches de tout le monde. Mais c'est vrai que quand on se rend sur les Open, je le dis hein, pour ceux que j'ai sûrement croisés sur des Open d'ailleurs, ou même, mais partout en France, ton nom ressort souvent. Souvent les gens, même les jeunes en fait. Et justement, je voulais en venir à ma question. C'est pas dur à gérer justement quand on a tout un pays comme ça qui est derrière nous. D'un côté, ça, j'imagine, ça galvanise et ça donne de la force. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de jeunes qui vont s'identifier à toi, beaucoup de gens qui ont qu'une envie, c'est d'aussi jouer contre toi, parce que je pense qu'en tant que joueur, c'est aussi ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de joueurs, on se dit, ouais, ils ont l'impression de jouer une finale peut-être maintenant quand ils vont tomber contre toi. Et ça, t'arrives à le vivre comment, honnêtement Après, alors comment dire euh, j'ai toujours rêvé d'être celui-là, de Ouais, cette bah, bien personne sûr. ambassadrice, pardon. Mais c'était un Ouais, rêve. Euh,
parce que j'avais toujours cette image de, moi je le répète souvent dans les interviews, il y a l'histoire de Van Barneveld en fait aux Pays-Bas, hein, qui est devenu champion du monde en BDO puis en PDC, mais qui a permis en fait au pays de se développer énormément parce que je crois, j'ai pas les chiffres exacts, mais en gros dans les années 90, il y avait quasiment autant de licenciés aux Pays-Bas qu'en France, et voire peut-être un peu plus, mais enfin c'est devenu un sport majeur aux Pays-Bas alors que c'était resté confidentiel pendant des décennies. Bon, après, j'ai pas la prétention d'être Barneveld parce qu'il y a encore du chemin pour être champion du monde, mais après, j'ai progressé au fil des années. Voilà, il y a quelques années, j'avais pas ce niveau-là. Donc franchement, je prends pas la grosse tête, je pense pas. Je relativise beaucoup. J'ai eu la pression, je l'ai encore, mais et à certains moments, je l'ai eu. Cette pression en fait, de représenter la France et de bien faire pour les fléchettes en France, ça m'a fait déjouer plus qu'autre chose. Je l'ai eu encore un peu au championnat du monde PDC, hein, enfin mine de rien, parce que j'ai beau jouer contre pour mes proches, ma famille, mais je joue aussi évidemment pour la France parce que je suis passionné et j'ai toujours, je me suis toujours, au maximum de mes capacités, investi aussi pour la discipline. Mais effectivement, là, j'essaye, du moins, de relativiser. J'essaye d'oublier un peu que cette pression de développement, de cette pression d'image d'ambassadeur de la France, de leader. Après, du coup, la pression maintenant, elle n'est pas que sur moi, entre guillemets, elle est sur Jacques Labre aussi, hein, qui joue en PDC, qui a même obtenu sa tourcade avant moi. Après, j'espère qu'on ne sera pas tous les deux. Après, faut pas non plus oublier tout ce qui a été fait en amont. Moi, ça fait 20 ans, mais je joue en trad. La Fédé existe quand même depuis 76. Et donc, ça fait une paire d'années. Donc, en fait, quand j'ai débuté à 12-13 ans, il y avait déjà des super joueurs en France qui n'ont pas eu cette chance, en tout cas, ou pour certains qui n'ont pas eu... qui ont un peu peur de se lancer, hein, mais ça, je peux comprendre. Bien sûr. Mais voilà, après... en tout cas, je suis très fier de ce rôle-là, mais j'espère que ça va... et je sais que ça motive beaucoup d'entre nous, donc j'espère en fait, il faut absolument que ça suive derrière, parce que malheureusement, à deux, ça suffira pas. Non, mais... je pense qu'il y a de plus en plus de très bons joueurs en France. On n'a pas à rougir, hein. Honnêtement, il suffit d'aller faire un peu des tours sur les Open pour se rendre compte que quand même le niveau est en train je trouve que le niveau est de plus en plus haut. De plus en plus même de jeunes s'y intéressent. Je pense que de plus en plus aussi, faut pas oublier par rapport à ce que tu disais, que c'est un investissement. Il faut se rendre compte aussi que quand on veut aller haut comme ça, c'est forcément beaucoup de temps à la maison, c'est beaucoup d'entraînement. C'est beaucoup de voyages, mine de rien, surtout quand on commence à arriver à gagner des choses. Et si on veut se donner les moyens de son ambition, évidemment, c'est comme pour tout, hein, finalement, c'est énormément de temps. Je pense que ça, justement, comment as-tu réussi à gérer quand on a une vie de famille, qu'en plus, tu as une entreprise, tout ça? Est-ce que ça n'a pas été justement quelque chose qui aurait pu à un moment te faire marche arrière? Et justement, peut-être le fait que tu te sentes, ça, il faut le dire à tout le monde, autant soutenu, ça t'a fait avancer peut-être plus aussi, finalement. Bien sûr. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Il y a... c'était en 2019. En 2019, j'avais le problème... Non, en fait, pardon. Dans les années précédentes, donc à 2000, on va dire jusqu'à 2017-2018, j'étais salarié. Ce qui fait que c'était compliqué pour moi de me déplacer, sachant que je bossais aussi le samedi. Donc c'est vrai que pendant 2-3 ans, j'ai fait beaucoup moins de tournois et j'ai senti une certaine frustration, quoi. Bien sûr. À un moment donné, je me dis, donc avec le soutien de Marie, ma compagne, elle me dit, t'as qu'à te mettre à ton compte, justement pour pouvoir concilier tout ça. Chose que je fais, évidemment, mais à un moment donné, les fléchettes prennent le pas dessus. Donc c'était... Mais bon, c'est ce qui m'a permis de me libérer, de pouvoir me déplacer beaucoup.
mais se posait le problème de l'argent. Là, sûr. j'avais bien quelques petits sponsors, mais ça suffisait pas du tout. Et en 2019, en vue d'une première qualification au championnat du monde amateur, semi-pro à l'époque, ça s'appelait la BDO, Ouais. aucun Français n'avait encore participé, donc c'était un bel objectif, un beau défi. Et donc Bien en sûr. 2019, je lance une campagne de crowdfunding qui a super bien marché. Je remercie encore les gens, franchement, qui à cette époque-là ont cru en moi, enfin, qui m'ont Bien soutenu, sûr. parce que sans ça, j'aurais jamais réussi. Et donc, en fait, en me déplaçant, il me restait genre une dizaine de tournois à faire à l'international pour pouvoir acquérir un certain nombre de points afin de me qualifier. Bien Et sûr. par chance, j'arrive à le faire parce que j'ai, mine de rien, enfin, t'annonces à tout le monde, voilà, soutenez-moi, envoyez-moi enfin, faites-moi des dons, bah, si vous voulez, Ouais, bien sûr. avec l'objectif de me qualifier. Et heureusement, je me qualifie. Et tant mieux. Et donc, c'est là que ça a démarré, en fait, vraiment mon projet de professionnalisation. Bien sûr. Et donc, sans le crowdfunding, j'aurais jamais réussi à me lancer, à démarrer comme ça. Ouais. Et là, c'est un peu le chien qui se mord la queue. C'est que dans tous les sports, en fait, mine de rien, bah, si on ne performe pas, on n'a pas de sponsor. Mais Bien pour sûr. performer, il faut avoir des sponsors puisqu'il faut avoir de l'argent. Mais bien sûr. Et donc, mine de rien, cette campagne de crowdfunding m'a permis de me lancer dans le grand bain. Bon, c'était pas une grosse performance, hein. Je participe au championnat du monde BDO, je gagne un match, mais c'était déjà un exploit à l'époque, hein. Ouais, bien sûr. C'était en 2020. Là, bah, c'est mine de rien, c'est télévisé. Et là, des marques commencent à s'intéresser à moi. On parle de moi un peu au niveau national, régional. Et c'était parti, quoi. Tout chousse. Fallait que je continue sur cette lancée, quoi. Bien sûr. Et ça n'a pas toujours été facile. C'est vrai qu'à un moment donné, sur les réseaux, enfin, pendant longtemps, j'ai tendance un peu à m'apitoyer sur mon sort. Et là, j'ai compris un peu plus d'un an qu'il fallait que j'arrête ça, que je continue, que je reste vraiment positif parce que, enfin, c'était un peu l'eau, tous les joueurs connaissaient, il n'y a aucun joueur qui gagne tout, quoi. Donc, à un moment donné, voilà, faut rester positif pour avancer. Mais moi, je me rends compte de ça, tu vois, depuis que je joue. Au début, quand on est un peu isolé, quand on est fort, on gagne tout le monde. Généralement, on gagne ses copains, on gagne ses trucs. C'est là d'ailleurs qu'on se fait dire, faudrait peut-être que je vois pour essayer de jouer contre plus fort que soi. C'est ce qu'on cherche quelque part tout le temps et c'est comme ça qu'on progresse. Mais je pense que pour avancer, moi, je m'en suis rendu compte et au début, j'ai eu énormément de mal quand je perdais. C'est d'apprendre à perdre en fait. Et de pas rester sur cet échec-là et de pas se dire je suis nul ou de pas se dire voilà. Des fois, on le sait tous, le jeu ne sort pas, les fermetures ne viennent pas, c'est comme ça. Et c'est très dur d'ailleurs à encaisser parce que pourtant on a l'impression d'être en condition, d'avoir le mental. Mais bon, après, il faut. Et ça, c'est pas donné à tout le monde et je remarque assez bien, c'est qu'il faut se remettre en question. Il faut savoir se remettre en question et mine de rien, même si on peut relativiser en disant ouais, c'est comme ça, il y a quand même une analyse à faire. Si ça n'a pas été, c'est qu'il y a bien une raison. Elle est sans doute mentale. Des fois, elle peut être aussi technique, mais peut-être un manque d'entraînement. Mais en général, c'est un manque de confiance en soi. À un moment clé, il y a un coup de stress. Voilà, on ne gère pas. Là, c'est ça. Des fois, ça peut être une erreur de calcul aussi. Hein. Du coup, c'est même plus facile à savoir ce qui n'a pas été. Hein. Il suffit de moi, je savais ce qui allait pas. Tu vois, le jour où je te dis là où rien ne sort, je sors même pas des poules. Enfin bon, bref, je sais ce qui va pas. En doublette le matin, je fais une erreur et on perd un peu le match, pas à cause de cette erreur, mais bon, voilà, ça en fait partie. Et donc, si tu veux, je pense qu'à partir de là, moi, j'ai perdu ma journée parce que j'ai pas réussi à. T'es resté bloqué là-dessus. Voilà, je suis resté bloqué là-dessus. Là, tu vois, le dernier week-end, pareil, on perd en demi-finale en doublette. Mais par contre, tu vois, du coup, je vais jusqu'au bout et je le gagne et je suis très content parce que c'était un peu, j'avais l'impression de revivre le même Open en fait. C'était super agaçant et puis au final, non, j'ai réussi à. Et donc, j'apprends. Et c'est chaque joueur, je pense, pareil. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu viens de me dire en fait que t'avais l'impression de vivre la même chose. Enfin,
Et Ouais, du ouais. coup, c'est ça, en fait, les fléchettes, mais enfin, dans tous les sports, je pense Ouais, que ouais. c'est pas mal. C'est que tu as un scénario que tu as vécu. Et l'idée, justement, c'est que tu es en train de le revivre, tu sens que tu es en train de le revivre. Et, eh ben, il faut faire autrement pour pouvoir, justement, éviter Bah, que c'est ça se passe. exactement ça. C'est Et exactement c'est ça. c'est que ça, en fait, c'est ça. Ça s'appelle l'expérience. Ouais, ouais, bien C'est sûr. comme ça qu'on avance. Et c'est ça justement. J'aurais une question qui est importante pour moi, je pense, et peut-être pour pas mal de joueurs. C'est un avis en fait que j'aurais voulu. Euh, donc on voit que les fléchettes explosent en France. De plus en plus de licenciés, de clubs qui se montent. Une dynamique vraiment. On le voit encore sur beaucoup. Enfin bref, même les Opens commencent à se remplir de plus en plus, ce qui est très positif. À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que justement en France on arrive à sortir un peu plus en épingle du jeu? Alors, je sais que toi c'est encore délicat parce que tu es vraiment en ce moment dans ta performance personnelle et je comprends tout à fait, mais est-ce que toi tu aurais eu des idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire en France pour que justement on arrive à s'aboutisse à quelque chose d'encore plus grand? Est-ce que ça va revenir petit à petit à ton avis ou est-ce qu'il y a des choses clés peut-être qu'on devrait faire pour que ça aille encore peut-être plus vite ou que ça aille plus ouais, dans le bon sens, si je puis dire. Ouais. Euh, Bah, si on a un regain d'intérêt de la part des jeunes notamment, c'est pas pour rien. C'est-à-dire ils ont vu ça, ils ont découvert ça soit sur la chaîne équipe, soit sur les réseaux sociaux, enfin sur Bien Internet. sûr. Et qu'est-ce qui les fait vibrer? Bon, c'est à la fois le jeu qui est franchement, une fois avoir goûté, enfin, c'est passionnant. Bien Évidemment, tant que tu n'as jamais joué aux fléchettes, c'est difficile de comprendre ça, mais sûr. Ouais, ouais. et qu'est-ce qui fait vibrer? C'est notamment l'ambiance assez folle dingue, assez festive qu'on voit en PDC. Évidemment, c'est compliqué de mettre ça en place en France. Mais Ouais. pour moi, ce qui est vachement important, mine de rien, c'est d'envoyer un peu du rêve. Et c'est-à-dire que dans un tournoi, eh ben, faut donner envie à tout le monde d'atteindre la finale. Et ça passe par une mise en valeur d'un podium, d'une scène, et qu'on arrête, ouais, c'est mettre en valeur la discipline et c'est motiver tout le monde. Bien Donc sûr. des fois ça peut être pas grand chose, mais voilà, un truc simple mais efficace, un beau petit podium. Je demande pas à ce qu'on fasse la même chose, sur un tournoi national, mais un petit jeu de lumière, une petite entrée des joueurs, on valorise le joueur aussi et la performance. Mais il y a ça. Sûr. Voilà, on pourra développer, mais après, on peut parler des conditions de jeu. C'est vrai hors caméra, on parlait des tablettes, et Dart Connect notamment, mais il n'y a pas que ce système-là, mais Dart Connect, c'est très bien. Et je pense que c'est vachement intéressant. Ça permet de gagner en fluidité sur le tournoi, ça permet de soulager la table de marque. Mine de rien, qu'est-ce qui intéresse les gens aussi, c'est, même si j'aime pas trop parler de moyenne, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir sa moyenne qui apparaît. Ça permet même aux gens de l'extérieur de suivre le tournoi. Et donc ça, ouais, du sérieux là-dessus, je pense. J'ai rien contre les panneaux, les tableaux écrits à la craie ou au crayon. Hein, non, mais bien sûr. Mais après, il faut savoir vivre avec son temps et l'avenir, c'est les jeunes. Je suis désolé pour les anciens qui jouent encore, mais même si je les aime. Mais c'est vrai, t'as raison. Ouais. Et il faut savoir s'adapter à eux et à leurs demandes, à leurs besoins. Bien sûr. Et voilà, après, ouais, c'est ça. Après, on peut parler d'autres choses, mais non. Ouais, non, mais enfin, moi, je pense exactement comme toi. Je sais que chaque club, beaucoup de clubs, en fait, à leur niveau, essayent de faire évoluer les choses. Et c'est bien, parce que c'est là que ça avance. Et je pense que c'est quand même dans la bonne progression. Je vois quand même une évolution par rapport à quelques années. Et c'est vrai que, bon, l'ambiance, c'est vrai que des fois l'ambiance survient sur un open de trad un peu à la campagne. Voilà, ça peut être un peu rebutant. Non, très bien. Par rapport au PDC, quand même, on va en parler parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Est-ce que tu as justement, j'imagine que tu as lié des liens d'amitié avec quelques joueurs. Est-ce que justement, comment tu as été perçu, le français qui arrive, donc le premier français hein, qui arrive au championnat du monde et puis voilà, donc ça a été quelque chose, j'ai vu que même finalement sur les retours des commentateurs et tout ça, étaient très contents qu'il y ait un français qui arrive enfin en fait chez eux. Est-ce que tu l'as ressenti ça? Comment tu l'as vécu toi de l'intérieur? Ça devait être incroyable, j'imagine. Comment tu as ressenti ça? Parce qu'on n'a pas ressenti, nous, on n'a pas vu sur tous les matchs qui ont été retransmis, on n'a pas senti de sifflement. Et on aurait pu se croire, hein, se dire le Français qui va en Angleterre, voilà. Comment tu as vécu ça, toi, de l'intérieur et qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, les sifflements, il y en a eu quelques-uns, mine de rien. Même, évidemment, c'était pas majoritaire, donc ça s'est pas entendu, mais à l'annonce de mon nom et de mon surnom, ça sifflait un petit peu quand même. La preuve contre Rob Cross, je pensais vraiment être soutenu et étant le outsider, et en fait, ça a été quand même l'inverse. Mais peut-être que d'ici quelques années, quand on aura un tiers de la salle où il y aura 1000 Français à l'Ipali, la danse aura changé. Mais, non, après, la PDC, il faut savoir, hein, donc c'est pas une fédération sportive à proprement parler. Ça reste une société, mais merci à eux quand même de développer aussi autant les fléchettes au niveau mondial. Eux, c'est du business. Et la France représente... on peut pas dire qu'ils nous ont un peu sous-estimés, mais sans doute que oui. Mais ils attendaient un peu que les feux soient ouverts afin de communiquer un peu sur les fléchettes en France. Bien sûr. Je vois. Et non, voilà, c'est sûr que ça représente un gros marché pour eux, même s'ils restent prudents. Hein. Mais donc, effectivement, en tant que Français, ils sont très contents qu'enfin on ait un Français ou deux à ce niveau-là. Au championnat du monde, c'était fou, surtout lors du protocole médiatique, alors avant et surtout après match. Parce qu'il faut savoir qu'en fléchette, en fait, seul le vainqueur d'un match est interviewé. Vous verrez jamais le perdant, interviewé ou face caméra. Mis à part en finale, je sais pas du monde où quand même ils interviewent le finaliste. Et donc oui, après mon match contre Mario au premier tour, j'ai quand même fait 3 interviews face caméra. Après, j'ai suivi le protocole que tout joueur faisait. Hein, mais bon, quand tu te retrouves en direct face caméra sur Sky Sport, Viaplay aux Pays-Bas, Sport One en Allemagne, et qu'après on te dit maintenant c'est conférence de presse. Tu pensais avoir fini et tu as transpiré pendant un quart d'heure parce que c'est ça. Parce que ça demande encore de la concentration. Enfin, un anglophone, c'est pas un problème. Hein, mais bon, moi, je suis obligé de réfléchir à 2 fois à ce que je dis avant de pouvoir parler. On en parlait de ça, justement. Ouais, c'est ça. Et donc, conférence de presse, 10 journalistes avec 10 micros et c'est reparti, une question chacun en anglais. J'ai un peu souffert, mais bon, je pense que ça ira mieux dans les prochaines années. Je sais plus qui c'est qui avait dit sur le groupe, je sais pas si c'est Olivier, j'ai un groupe Old Art Central France sur Facebook et on discute beaucoup entre nous, et donc forcément pendant que tu jouais, on était tous en train de dire mais moi je serais pas stressé d'être sur la scène, je serais stressé d'après de l'interview. Et alors c'est pas vrai, hein, je pense qu'on serait stressé, mais c'est-à-dire que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend un peu nous Français, surtout quand on n'est pas bilingue à 100%. C'est ça. Je connais des gens qui se débrouillent bien, mais on peut pas dire que ça soit la majorité en France quand même. On n'a pas cette culture de la langue étrangère. On a un peu Il le prendrait comment au PDC d'ailleurs, c'est une vraie question ça. Si par exemple t'es français jusqu'au bout des ongles et tu dis non, moi l'interview de toute façon je parle français, c'est tout. Ça passerait ou alors c'est arrivé avec et il me semble que oui, Mikuru Suzuki, c'était Tsuyoshi de L-Style qui faisait la traduction. Parce que par contre c'est parce que parle pas du tout anglais ou très peu quoi. Je crois que maintenant ça va un peu mieux, mais donc non, après moi je préfère faire l'effort quand même. Oui, bien sûr.
c'est mieux vu quand même. Et puis, mine de rien, bah, enfin, j'ai beau être moqué en France de mon accent, et bah, les Anglais, ils apprécient déjà que je fasse l'effort. Ils me répètent constamment, de toute façon, tu parles mieux anglais que nous, français. Bon, ça, après, c'est pas compliqué non plus, je pense. Ouais. Mais par contre, ils aiment bien l'accent Frenchy, ce petit accent. Bien sûr. Ça, c'est connu, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais franchement, ça leur déplaît pas. Fin. Et non, voilà quoi. Ok. Oui, du coup, justement, est-ce que tu as des joueurs avec lesquels tu as vraiment accroché, même des gros joueurs, hein, parce que des fois, on peut avoir l'impression qu'ils sont inapprochables, notamment certains joueurs de Premier League. Et est-ce que toi, tu as eu des préférences ou tu as eu des gens avec qui, justement, qui t'ont soutenu, on va dire, même si on est là pour la compétition, on est d'accord, mais bon, il y a toujours des gens qui soutiennent malgré tout. Bah ouais, c'est ça. Hein, alors moi, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je joue en PDC, mais évidemment, jusqu'à janvier dernier, c'était pas régulier. Bien sûr. Effectivement, sur 128, c'est 128 joueurs qu'on voit, donc là, minimum 2 ans. Donc, c'est toujours les mêmes, d'un mois à l'autre. Donc forcément, même si voilà, on sent quand même que c'est la compète et c'est un peu chacun pour soi. Mais voilà, on arrive quand même au moins pour la plupart des joueurs, enfin au moins 3 heures avant le début du tournoi. Donc ça laisse du temps pour discuter un peu. Moi, les joueurs avec lesquels j'ai noué une relation, en fait, c'est des joueurs avec qui j'étais déjà relativement proche lorsqu'ils étaient amateurs comme moi. En fait, on a plus ou moins le même parcours. Je pense justement à Mario, que j'ai joué, hein, le Belge, à Matt Campbell, Danny Lobby, franchement, j'en passe. Hein. Et puis, le modus Super Series m'a permis de rencontrer pas mal de joueurs parce qu'en fait, tu es une semaine, vraiment tous les jours, à raison de 5 heures par jour, dans une pièce confinée, et puis tu sors de la pièce pour aller jouer sur le podium. Donc, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de joueurs. Mais si on parle vraiment des stars, en fait, des têtes comme James Wade, Gary Anderson, j'en passe, c'est un peu compliqué parce que voilà, il y a quand même une partie qui se la pète un peu quand même. mais après, j'étais surpris, agréablement surpris, par exemple, Van Gerwen, pas plus tard que la semaine dernière. Moi, j'étais assis avec Jacques Lab, là. Donc, en fait, c'était les grandes tablées entre les cibles, si tu veux. Du coup, pour patienter entre les matchs, tu t'installes quelque part. Et c'était Van Gerwen qui était à côté de nous. Et franchement, on comprend pas toujours tout ce qu'il dit avec sa grosse voix, là, mais en tout cas, c'est lui qui nous a parlé. On a essayé de répondre comme on pouvait, mais il est franchement, en dehors du pas de tir, assez sympa, assez rigolo. Alors qu'on pourrait penser l'inverse, hein, quand on le voit sur le pas de tir. Mais voilà, il nous a parlé, alors qu'il y a des joueurs, justement, comme je viens de citer James Owen, Gary Anderson, ils sont un peu spé, quoi. Eux, ils parlent pas avec tout le monde, quoi. Ils restent entre eux, tu vois. Mais après, tu as des mecs très sympas. Un mec, franchement, il le porte sur lui, évidemment. C'est Peter Wright. Et franchement, c'est pas du cinéma ce qu'il fait. Franchement, c'est un des rares de son niveau. Et ça, depuis 2 ans et demi, je le vois faire ça. C'est le seul à dire bonjour à tout le monde, dire au revoir à tout le monde, même s'il a perdu au premier tour et qu'il pourrait être fâché. Franchement, il est super cool. Franchement, c'est un des rares, franchement, à ce niveau-là, avoir ce comportement-là. Non, mais c'est super. Si tu avais par rapport, justement, la fierté des proches et tout ça, comment tu l'as vécu? Enfin, j'imagine c'est galvanisant, mais quand tu es en Bretagne, quand il t'arrive, je sais pas si tu arrives encore de faire des Open ou pas, comment t'es reçu, en fait, à la maison? Des fois, c'est compliqué parce que justement, tu aimerais pouvoir décrocher des fléchettes et quelque part qu'on foute la paix, ou avec ça, enfin, c'est un peu violent dit comme ça, mais je veux dire, voilà, des fois, est-ce que tu aimerais être une autre personne et te dire, lâcher, ou justement, au contraire, ça te donne encore plus envie d'échanger avec les gens, que tu es content même de croiser peut-être des anciens joueurs contre qui tu as déjà joué, et voilà, et comment tu le ressens, ça, ça t'arrive ou pas?
Alors bien sûr, et, je reste fier de ce que je fais. Donc évidemment, je suis content d'échanger avec les gens. Et surtout, enfin, des gens aussi que j'ai connus, qui m'ont connu gamin, quoi, et qui ont suivi vraiment ma progression, et eux aussi sont fiers de m'avoir accompagné indirectement dans ce parcours-là, enfin, de m'avoir aidé aussi, en jouant contre moi ou en jouant avec moi. Après, moi, j'ai la particularité, c'est que quand je rentre dans mon village, village, il y a 2000 habitants, mais c'est que ma compagne, elle tient un bar. Elle tient le bar où on joue, il y a le club de et le club de trad. Et ça m'arrive de temps en temps de l'aider. Et donc on parle fléchette forcément. Et donc c'est sympa, je suis content, mais des fois c'est un peu trop. Ouais. C'est un peu trop quand je dois répéter 50 fois la même chose par jour. Parce que finalement, chaque client qui va arriver, alors Thibaut, t'as fait quoi ce week-end? C'est pas toujours évident. Bon, après, c'est pas de leur faute non plus, hein, mais. Après, de toute façon, je le veux ainsi. Hein, mais non, après, je suis content. Là, ça va être la Coupe de France bientôt. Je m'attends à passer beaucoup de temps à parler. Il va y avoir beaucoup de questions, je pense. Mais bon, peut-être qu'à un moment donné, je vais devoir m'éclipser hein, parce que c'est quand même bien compliqué de se concentrer, de rester. Je perds beaucoup d'énergie. Hein. Mais bon, ça fait partie du jeu. Après, c'est ça. Il faut assumer son rôle jusqu'au bout. C'est ce que je te disais. Ouais. Après, la chance que j'ai, c'est la chance. C'est que quand je vais à l'étranger, de toute façon, la plupart du temps, c'est à huis clos. Ou en tout cas, quand il y a du public, on n'est pas avec le public. Donc là, je peux vraiment me concentrer et me focaliser sur mes matchs. Mais après, voilà, ça fait du bien d'échanger parce que ça me permet de ne pas oublier d'où on vient non plus, tu vois. Oui, bien sûr. Non, ça, c'est sûr. Et ouais, mais ça, on le voit, je pense, avec beaucoup de joueurs. Est-ce que c'est une des manières, des fois, qu'ils ont aussi de se protéger, en fait, hein, finalement, et une façade peut-être publique qui n'est pas vraiment la vraie dans la vie, c'est délicat. Moi, je juge pas ça, c'est très dur à savoir. Évidemment, moi, j'adore échanger avec les gens, donc j'aurais tendance à avoir le parler facile, si je veux dire. C'est-à-dire que, puis surtout quand c'est de notre passion comme ça, je trouve ça, mais c'est vrai que suivant le joueur, on voit qu'il y a certains ont des rituels personnels particuliers, donc bon, après moi je juge pas ça, mais c'est vrai que c'est après oui, c'est sûr. Après voilà, moi je suis pas non plus une star mondiale des fléchettes, mais du coup je sais pas trop ce qu'ils vivent non plus eux, mais voilà, ça va être décuplé. Et on n'est pas non plus des footballeurs, et c'est vrai que pareil, les footballeurs sont quand même ont cette image de quand même d'être un peu inaccessible, et bien sûr. La chance qu'on a du coup fléchette, c'est que et qui peut être aussi délicat pour moi. Du coup il y a pas de différence vraiment en France, en tout cas il n'y a pas de tournoi professionnel, donc le professionnel mélange aux amateurs. Tu verras jamais un joueur de foot jouer en district parce que D'ailleurs, est-ce que tu penses qu'un jour les fléchettes pourraient être reconnues comme un sport en France? Par le ministère des Sports, je pense, mais est-ce qu'ils ont la volonté, je sais pas, mais en tout cas, on a des arguments à faire valoir. Mais en fait, quand je vois les échecs, le bridge, qui n'ont rien à voir, hein, je suis conscient, mais la pétanque, ou la pétanque, qui sont considérés comme des sports, pourquoi les fléchettes ne seraient pas en tant que sport mental? Parce que là, les échecs, c'est que mental. Hein, mental, il y a une stratégie, mais au fléchette, il y a aussi une stratégie. Et en plus, on doit savoir compter. Et après, on doit savoir gérer ses émotions. Donc voilà, c'est pareil. Donc, dans ce sens-là, je pense que ça pourrait l'être. Après, on me pose souvent la question, en ce moment, évidemment, parce qu'on est dans une année olympique, est-ce que les fléchettes seront olympiques? Ça, j'y crois pas du tout, par contre. Évidemment. Je vois mal enlever un sport. Bon, ils en enlèvent, hein, mais un sport physique pour remplacer par les fléchettes. Non, c'est sûr. Après, on parle de la France depuis tout à l'heure, mais pour en revenir sur les fléchettes, c'est dans le monde entier que c'est en train d'exploser, en fait. Parce que des pays même que j'aurais jamais cru qu'il y aurait eu des fléchettes, mais en fait, il y en a. Je vois qu'il y a de plus en plus de nouvelles têtes qui arrivent, et je trouve ça très intéressant. Donc peut-être que ça évoluera sur une nouvelle discipline, un nouveau parce que je vois que par exemple à l'étranger il y a même des compétitions de cricket par exemple, voilà, enfin tout existe au final, aux États-Unis. Donc
Donc pourquoi pas? Peut-être un jour, je sais pas, alors peut-être pas des Jeux Olympiques, mais des Jeux Olympiques à nous, je peux dire. Ouais, après, oui. Ouais, pourquoi pas, mais ouais, il y a déjà d'ailleurs les. Alors, je sais pas comment ils appellent ça, c'est les Coupes du Monde ou c'est par pays. Toi, tu avais fait d'ailleurs l'année dernière équipe avec Jacques Labre, je crois. Ouais, non, j'y étais pas. J'ai pas fait les 2 dernières sélections, mais effectivement, il y a en WDF, donc c'est l'organisation mondiale pour les amateurs. Et ça, elle existe depuis tout le temps, Et donc la France participe quasi systématiquement à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Europe. Et il fut un temps, il y avait même la Mediterranean Cup, mais qui n'existe plus actuellement. Et on voit bien, enfin, j'ai pas les chiffres en tête, mais la dernière Coupe du Monde, c'était hallucinant le nombre de pays participants. Ça vient vraiment de tous les continents. Sur tous les continents, ça joue aux fléchettes. Contrairement à certaines disciplines, sans citer de nom, qui sont très bien développées en France, mais qui sont pas présentes partout. Et franchement, bon, évidemment, il y a une culture, la culture des darts, c'est vraiment dans les pays anglo-saxons initialement. Voilà, Australie, Afrique du Sud, Kenya, les Caraïbes aussi, mais ça se développe beaucoup, et en Europe, évidemment, dans les pays de l'Est, beaucoup depuis quelques années, et je pense que ça va même presque exploser. Ça l'est déjà en Pologne, là, ça commence à prendre une certaine ampleur. La Roumanie, qui est longtemps aussi un pays de fléchettes, et franchement, Non, après, j'ai bon espoir quant à l'avenir mondial des fléchettes. Ouais, non, mais totalement. Et même en France, vraiment, c'est incroyable. D'ailleurs, justement, tu as la chance parce que en France, on va quand même en parler un peu. Beaucoup de choses se passent en Bretagne ou dans le Nord, en général. Et c'est vrai que moi, par exemple, je suis dans le Sud-Ouest, on est dans le Sud. Alors, ça va de mieux en mieux. C'est-à-dire que comme de plus en plus de clubs se créent, du coup, il y a de plus en plus d'open et puis voilà, il y a une interaction qui se fait. Mais c'est vrai que pendant des années, tout s'est passé ou en Bretagne ou dans le Nord. Et il est important aussi de le rappeler quand même parce que effectivement, de plus en plus de gens des fois ne sont même pas au courant en fait que tout simplement des clubs sont à côté de chez eux. De plus en plus de diffusion est faite. Enfin, on essaie de faire pour le mieux. Toi, justement, c'est délicat parce que j'imagine que tu n'as jamais connu ça. Enfin, du fait d'être en Bretagne et que quelque part, les fléchettes sont déjà implantées depuis longtemps. Ça s'explique comment ça, tu crois? C'est plus par rapport aux origines celtes, justement, de la Bretagne, peut-être? Tout simplement parce que les fléchettes est un sport anglo-saxon et donc culturellement et historiquement, c'est arrivé dans le Nord-Pas-de-Calais et en Bretagne quasi simultanément. Et donc après la légende en Bretagne, ça viendrait des Johnnies, donc c'est des vendeurs d'oignons du côté de Roscoff, qui allaient vendre en Angleterre, donc des oignons, et puis ils ont ramené des cibles. Mais dans le Nord, c'est un peu la même idée, quoi. Ils ont ramené des cibles un peu comme ça. Donc forcément, c'est plus implanté, mais tu vois, franchement, hormis le fait qu'on soit encore actuellement plus nombreux que dans d'autres régions de France, on s'est reposé un peu sur nos lauriers depuis pas mal d'années et que la dynamique des fléchettes, elle est vraiment dans les pays, quand j'entends pays, les régions, les zones j'avais compris. Où il n'y avait rien ou peu de fléchettes. Et je pense donc au sud-ouest, je pense au sud-est évidemment, au centre aussi, l'Auvergne. Et c'est vachement plus dynamique que chez nous. Nous, on a tendance à... Et j'ai pas les chiffres en tête, mais je suis persuadé, si on a autant de licenciés, c'est parce qu'il y a beaucoup de nouveaux adhérents dans le sud. Parce que par chez moi, franchement, j'ai pas l'impression que ça bouge énormément. Ça stagne, on perd pas trop de licenciés, mais je vois pas trop de dynamisme. Nous, on essaye, parce qu'on n'est pas beaucoup. Nous, par exemple, moi, je suis vraiment à la frontière du Pays Basque. Je suis dans le Béarn. Je suis moi-même basque. Et comme un peu les Bretons,
c'est des gens un peu têtus et qui ont leurs valeurs régionales. Et c'est vrai que c'est très dur à implanter les fléchettes hein, dans des régions comme ça qui sont très fortes. Il fait trop beau chez vous. Voilà, mais ouais. Mais bon, et du coup, les gens, ils jouent aux fléchettes quand même, pourtant. Et je pense que c'est en train justement d'arriver. Et on le voit que même de plus en plus, même de bars vont organiser des Open de fléchettes pas officiels. Et ils ont envie de ça. Parce qu'effectivement, il y a quand même quelque chose de très convivial. Si ça peut ramener les gens, en fait, à essayer de s'y intéresser. Moi, je dis banco parce que voilà, il faut de ça. Il faut arriver à essayer de faire vivre notre passion au maximum et de la diffuser partout en France. Et ça arrive. En fait, moi, je suis assez positif et je suis assez quand même, voilà, je suis assez positif sur l'avenir de ça. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'aura jamais eu déjà cet échange. Exactement. Et il y a 10 ans, on m'aurait demandé, voilà, tu penses quoi de l'avenir des fléchettes? Franchement, j'étais hyper pessimiste. Je dis, bah, c'est bon, ça va disparaître comme certains sports ont disparu du paysage sportif. Voilà, c'est pas dans la culture, ça n'a pas pris, ou ça a pris, mais ça prend plus. Et là, effectivement, il y a un regain. Parce que peut-être que les gens, ils en ont marre aussi peut-être des sports majeurs. Le Covid a fait du bien à notre sport, bizarre. C'est horrible de dire ça. Je pensais au départ que ça allait tuer justement les fléchettes. Et au contraire, ça l'a reboosté parce que tout le monde a acheté une cible à la maison. C'est ça, exactement ça. Et après, les gens deviennent les champions de leur quartier, entre guillemets. Et donc, ils veulent se confronter à d'autres joueurs. C'est un peu ce qui se passe. Je veux dire, quand on commence à jouer beaucoup aux fléchettes, des fois, il y a des copains qui veulent plus jouer avec vous parce qu'ils savent que de toute façon, voilà. Et donc, c'est intéressant parce que les gens, de plus en plus, essayent de jouer ensemble, de se retrouver, de jouer, de performer et d'apprendre aussi parce qu'il faut savoir que c'est un jeu où il faut quand même apprendre à compter. Et c'est pas toujours évident, même quand on sait compter d'ailleurs. Ça arrive à tous de se tromper des fois de la dizaine parce qu'on va trop vite aussi des fois sur une ferme surtout généralement. Mais voilà. Et est-ce que ça t'arrive encore d'ailleurs des fois d'hésiter, de te dire mince, j'avais oublié 10 points ou j'avais parce qu'on va peut-être un peu vite et ou ça va quand même. Avec la pression, on peut manquer des fois de lucidité. Ça m'arrive, mais c'est rare de me tromper. Par contre, si sur des placements, des fois, j'apprends encore actuellement, on apprend tout le temps, mais en fait, vu que le niveau est tel qu'il faut optimiser chaque fléchette, donc on voit bien à haut niveau, les joueurs commencent à compter à partir de 350, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, si, ça m'arrive encore malheureusement, mais j'essaie de rectifier le tir. Voilà. Donc, on va arriver à la fin. Je vais quand même te poser une question. J'ai vu ta femme énormément gérer de choses en coulisses. Ne serait-ce que je la remercie parce que pour cette interview, j'ai pu avoir un échange avec elle et elle a mis en place les choses. Justement, est-ce qu'elle te permet de pouvoir relâcher cette pression et de pouvoir être concentré justement sur des objectifs de jeu quelque part, est-ce qu'elle arrive à justement à tout gérer? Est-ce que tu as un manager par exemple pour la PDC? Je sais que c'est des questions peut-être qui pourraient revenir parce qu'il y a beaucoup de choses beaucoup même de gens, je pense, idéalisent peut-être un peu trop en pensant que ça y est, on est à la PDC, on devient millionnaire, mais ça marche pas vraiment comme ça. Donc ça va être peut-être même deux questions séparées. Déjà, est-ce que ça arrive à te libérer justement? Est-ce qu'elle le fait pour ça? Voilà, comment ça se passe exactement pour toi, Thibaut, là-dessus? En fait, elle veut m'aider, elle m'aide, mais encore, j'essaie de faire pas mal de choses pour justement qu'elle fasse aussi autre chose que des fléchettes, qu'on n'est pas, soit pas tous les deux dans ce monde-là, mais qu'on ait que ça, tu vois, dans notre vie. Mais après, c'est sûr que sans son aide, ce serait compliqué. Après, j'essaie de faire un max de choses, mais je vois que j'arrive pas toujours à avoir la tête qu'aux fléchettes, qu'au jeu. Donc, c'est compliqué. Dans la com, je continue un petit peu à faire quand même tout seul, mais de plus en plus, j'essaie de lui donner des choses à faire parce que ça prend
ça prend un peu la tête aussi, ça prend de Ouais. l'énergie et du temps. Après, voilà, je suis pas non plus une grosse star, mais mine de rien, c'est vrai que pour un champion du monde, enfin, je suis désolé auprès des personnes à qui j'ai pas répondu, mais enfin, c'est pas Ouais. pour l'impliquer, mais j'ai dû recevoir des centaines et des centaines de messages, vraiment. Ouais, bien Vraiment sûr. sur tous les réseaux, hein. Je pense que j'ai dû être le premier à t'en Insta, envoyer un. Alors, tu vois, j'ai dû être le premier. Après, c'était beau à voir, c'est-à-dire qu'on voyait beaucoup de repartages, de stories, de machin. J'étais le premier à participer à ça. Et c'était beau à voir. En fait, c'est là qu'on voyait les gens qui s'intéressaient, même des gens même que je soupçonnais même pas, qui s'intéressaient aux fléchettes, des proches à moi, hein, qui repartageaient une story des fléchettes. c'est Et cool, là, je me dis, ouais, c'est cool. Et ça ouais. permet d'avoir des discussions et de créer. Donc ça, c'était bravo. Et justement, alors les gens idéalisent un peu trop la PDC. Je vais en venir là-dessus parce que je crois que j'avais vu d'ailleurs un coup de gueule de ta part, enfin je peux dire un coup de gueule, où justement les gens idéalisent un peu le truc, hein, ils ont l'impression que les joueurs gagnent des millions, des millions, des millions. Et j'ai l'impression que justement, une fois les managers, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué, non? Quand même, Ouais, bah, après, pas si c'est simple que ça. à l'image du tennis, toute proportion gardée, les meilleurs raflent un peu le tout, quoi. Enfin, il y a moyen de. Il y a moyen d'en vivre convenablement, hein, mais ouais, les millions, c'est pour les Van Gawen, après une belle carrière déjà, après plus de 10-15 ans à haut niveau, Bien sûr. comme Peter Wright, enfin. Les Phil Taylor et compagnie, hein, bien sûr. Et Phil Taylor, ouais. Et après, parce que. Après c'est aussi devenu des icônes, des images, donc ils vendent énormément aussi en merchandising et tout. Mais effectivement, ce qui pose problème, c'est que le price money est. Pardon, le classement se fait en fonction du price money. Bien sûr. Et non des points. Alors, du coup, les gens, ils voient, ah, il a gagné autant. Sachant que le classement, en plus, c'est 2 ans. Ouais, bien sûr. Et évidemment, il y a des taxes à l'arigot, mais évidemment, c'est un problème. Après, c'est presque un problème de riche, hein, quand on paye des taxes. Non, mais bien sûr. Mais non, après, oui, des millionnaires, non, mais quelques-uns, oui. Oui, je pense que même un Luke Littler, tu vois, justement, c'est assez impressionnant, c'est fulgurant. Hein. À son âge, déjà, on le voit. Voilà, je citerai pas, mais les marques de ces fléchettes, ça a dû se vendre comme des petits pains. Les t-shirts se vendent, son nom vend. Je pense que dès qu'il passe sur une émission, j'ai l'impression que ça a l'air de cartonner. Il a fait une pub en plus. Ouais, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que lui, pour le coup, il pourrait déjà arrêter de jouer aux fléchettes. Il a déjà. J'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Et c'est un parmi, parmi 128. Ils sont 10-15 à pouvoir vraiment. Enfin, je dis pas que on peut pas en vivre, même si on est 40e ou 50e, mais voilà, vu franchement les déplacements, le temps passé hors de chez soi, ça vaut le coup, mais pas beaucoup plus que ça. Enfin, je veux dire. Ah non, bien sûr. Un représentant, enfin, tel un commercial, mais voilà quoi. C'est. Non. Après, moi, je suis très content de vivre de ma passion des fléchettes. Donc, moi, je veux juste en vivre. Je souhaite que ça continue le plus longtemps possible, Thibaut, que tu continues à avoir des victoires. Je le souhaite à toi et à Jacques, parce que mine de rien, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais Jacques Labre est là-bas aussi. Et voilà, et je pense que voilà, vous représentez bien la France. J'espère qu'un jour vous allez être rejoint par d'autres joueurs français. Je le souhaite. Je pense qu'on est plusieurs à vouloir, justement, moi, même à s'être un peu sortir les doigts, entre guillemets, pour pouvoir essayer d'arriver le plus loin possible. Mais bon, voilà, je me fais pas du souci là-dessus. Et encore bravo. Merci de représenter la France. Merci à toi. Merci de ton investissement, parce que même mine de rien, des vidéos que tu as pu faire avec Squeezie, on dirait pas, mais les jeunes, ça les a attirés. Ouais. Tellement bien qu'il y a même eu des streams qui ont parlé de ça. Et on voit justement l'engouement qu'il y a autour de ça. Et j'espère que ça soit la fédération, les joueurs, les clubs et autres, on passera pas à causer de tout ça. C'est maintenant qu'il faut qu'on y aille tous à fond. Et en tout cas, moi, je suis à fond derrière toi. Je te souhaite le meilleur. Et je te remercie pour cette vidéo. Merci d'avoir répondu présent. Non, mais merci de m'avoir mis en avant. Non, merci à toi. Hein. Merci à toi. Et puis, n'hésitez pas à dire dans les commentaires
Peut-être que j'ai pas posé des questions que j'aurais voulu poser à Thibaut, et à ce moment-là, ben, j'essaierai de lui reposer la question à un moment donné. J'ai essayé de faire pour le mieux, d'avoir un échange le plus cool possible pour que ça soit chill pour vous, que ça soit un échange plus qu'entre potes, que vraiment une interview trop guindée. J'espère que cette vidéo vous plaira en tout cas. Merci beaucoup Thibaut, à toi. Je te laisse le petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour encourager les jeunes justement à aller à performer, essayer d'aller le plus loin possible? Non, bah après, il faut une certaine passion quand même, hein, parce que sans passion, enfin, je pense pas qu'on puisse exceller. Faut garder confiance surtout en soi, en son jeu et persévérer. Franchement, enfin, on a chacun un parcours différent, mais moi je sais que j'ai jamais brûlé les étapes. J'ai vraiment gravi les échelons au fur et à mesure, et ce qui m'a permis d'être, franchement, même si voilà, je suis pas le meilleur, mais je me sens solide dans la tête quand même malgré certaines épreuves. Voilà, ça me permet d'avoir une base solide et je suis persuadé que ça va payer à l'avenir. Enfin, je suis persuadé de ça. Je te le souhaite, je te le souhaite vraiment très très fort. En tout cas, merci à toi Thibaut, et au revoir tout le monde. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Bientôt sur un pas de tir. Salut. J'espère. Ciao. Salut.